Bonsoir à tous, on se retrouve de nouveau pour la dernière table ronde de la journée de ce off du Salon des maires. Et nous restons dans la même thématique, la thématique de la reconnaissance du rôle des élus dans notre société et dans leur rôle au quotidien auprès des concitoyens. Alors après avoir reçu Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, ancien président de région, et Jean-Paul Huchon, également ancien maire et ancien président de région, nous recevons deux parlementaires qui viendront aussi donner leur avis. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Émilie Chalas. Émilie Chalas, vous êtes députée de l'Isère, la 3e circonscription de l'Isère, c'est ça, et vice-présidente et porte-parole de Territoire de Progrès. Voilà. Et Frédéric Descrozaille, vous êtes député de la 1re circonscription du Val-de-Marne. Bienvenue à vous deux. Alors, on a déjà eu quelques débats et les élus qui nous suivent dans la salle et qui nous suivent en direct sur Internet ont déjà pu avoir des avis d'anciens dirigeants politiques, d'autres mouvances politiques que la vôtre. À votre avis, aujourd'hui, quel est le rôle d'un élu local, qu'il soit maire, conseiller départemental, mais plutôt dans le bloc communal? Quel est son rôle dans la société, surtout après la crise de Covid qu'on a traversée? Qui commence? D'accord. Écoutez, moi je crois très spontanément, les élus locaux sont les remparts de la République. Je crois qu'on l'a beaucoup entendu lors de cette crise Covid. On l'a bien vu d'ailleurs dans le fonctionnement couple préfet-maire qui a plutôt bien fonctionné dans la crise, enfin lors de la gestion de la crise Covid dans les territoires. Et je crois vraiment que c'est un enjeu majeur à ce que les maires, les présidents de PCI, de départements, de régions puissent toujours porter cet enjeu de l'unité républicaine et des valeurs de la République. Donc, pour moi, ce serait voilà, spontanément le premier rôle et la place du maire dans la République, ce serait prioritairement celui-là. Moi, je suis d'accord avec ça. J'ajouterais qu'il y a un rôle de proximité. J'ai longtemps pensé, quand j'étais étudiant, qu'il y avait beaucoup trop de communes en France, que c'est théoriquement un truc qui est assez invraisemblable. À l'époque où j'étais étudiant, la France comptait plus de communes que tous les autres pays de ce qu'était la communauté économique européenne réunie. Et je ne le pense plus. Je pense qu'il y a quand même certainement des fusions, des regroupements à opérer. D'ailleurs, ça se fait par endroits. Mais je crois que c'est un rôle de proximité. Et je crois que la démocratie ne se vit pas avec des institutions et des grandes dispositions nationales. Je crois qu'elle se vit d'abord dans la proximité. Ces valeurs de la République que font vivre les élus municipaux, les maires et les conseillers territoriaux, départementaux, régionaux, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais je pense que ça le reste quand même, c'est de porter dans la proximité avec les gens, quand ils se déplacent autour de chez eux, un maire connaît toujours très bien sa commune, c'est d'incarner et de faire vivre ce que c'est qu'un mandat, une assemblée délibérative, les principes en fait du respect de la contradiction, du respect de la personne, c'est-à-dire de distinguer le message du messager, c'est un truc de base, hein, mais je peux détester ce que vous dites, mais vous n'êtes pas détestable, c'est une valeur de base de la République. Ça se vit dans l'incarnation, charnellement, je dirais, au quotidien. Et ça ne se vit pas à la télé, ça ne se vit pas sur les grands enjeux nationaux. Alors, c'est un rempart, c'est un élément essentiel, un rouage, comme on pourrait le penser en vous entendant. Et pourtant, l'investissement en politique devient de plus en plus compliqué. On va dire que l'entrée y est de plus en plus difficile et le rôle de maire est lui-même très difficile. Comment est-ce qu'on pourrait parer à ça? Nous allons aborder bientôt une campagne présidentielle. Vous faites partie de mouvements, de tendances. Aujourd'hui, quel est votre avis? Comment on peut porter ce débat dans la future campagne présidentielle? Je dirais en premier lieu qu'il faut redonner dans la République la place des territoires. À Territoire de Progrès, il ne vous aura pas échappé qu'on est quand même très concentré sur les territoires, c'est dans le nom même de notre parti. Et notre président Olivier Dussopt a été maire et d'ailleurs a été aussi président de l'Association des petites villes de France. Moi-même, en tant que vice-présidente, je suis conseillère municipale d'opposition à Grenoble et conseillère métropolitaine. Et j'ai été, avant d'être engagée en 2017, directrice générale d'une mairie. Donc, nous sommes très sensibles à la cause des territoires, mais pas dans l'absolu ou pas par démagogie, parce que nous sommes convaincus que lorsque le cadre est donné par l'État, ensuite, l'action, la dynamique, Jean-Pierre Raffarin le disait tout à l'heure, c'est les territoires. Et sans eux, il ne se passe rien dans l'action publique. Donc, ce sont forcément des relais républicains de dispositifs de politique publique. L'enjeu ensuite va être de sortir parfois un peu quand même, il faudrait, je crois, un peu plus en tout cas,
des postures politiciennes. On le voit bien, ce mandat a été l'occasion de multiples élections année après année. Bon, c'est le calendrier électoral qu'il a voulu pendant ce mandat, mais néanmoins, chaque année, on avait des élus locaux qui étaient en campagne, ou pour les européennes d'ailleurs, ou pour les sénatoriales. Là, tout au long, depuis 2017, chaque année, il y avait une élection. Et ça, quelque part, ça rompt la chaîne du cap et ensuite de la réalisation des actions publiques sur le terrain. Non pas que les maires ou les élus locaux soient de simples relais de ce que décide le gouvernement ou l'Assemblée nationale et le Parlement avec le Sénat aussi, mais ils sont quand même des chevilles ouvrières de l'action publique. Et si quelque part, chaque année, on a des élus locaux en campagne, eh bien, on n'arrive pas à traduire dans les faits des politiques nationales insufflées aussi légitimes qu'eux, et eux aussi légitimes que le national, pour expérimenter des dispositions. À titre d'exemple, les petits déjeuners gratuits dans les écoles, ça marche partout où ça a été appliqué, c'est une décision nationale, et pourtant, je le vois sur ma circonscription à Grenoble, le maire a refusé de l'appliquer. Donc, on ne saura jamais, en tout cas à ce stade, et pour les quelques années à venir, si ça aurait fonctionné ou pas pour les enfants grenoblois. Vous voyez, c'est des exemples très concrets où on sent que la politique politicienne prend le dessus par rapport à des enjeux de politique sociale, nationale, expérimentale, pour obtenir des résultats. Et ça, c'est quelque part un peu dommage, je crois. Alors, comment est-ce qu'on peut faire justement pour lutter contre ces... On ne peut pas dire lutter contre les élections, car c'est le principe même de la démocratie, mais ce sujet a été ressorti au sujet des élections régionales et départementales. Doit-on les reporter après les élections présidentielles pour avoir des vraies élections avec des élus qui se tiennent à des plans de relance? Quelle peut être la solution à tout ça? Dans le prolongement de ce que vient de dire Émilie, je pense qu'il y a de toute façon, il faut redonner plus de lisibilité au mandat. La question de la place de l'élu dans la République, c'est à quoi vous servez, à quoi ça sert de voter et à quoi servent les élus au fond. Ce qui pose la question, pour moi, on en parlera peut-être dans la mission parlementaire, du contrôle de l'action publique, qui est une mission constitutionnelle réduite à peau de chagrin, je pense. C'est-à-dire que le Parlement manque d'autonomie, d'expertise et de compétences pour exercer cette mission de contrôle de l'action publique. J'insiste, c'est une mission qui est parfaitement compatible avec un soutien au gouvernement. À la limite, au contraire. Mais on prendrait de l'intelligence collective si le Parlement était plus autonome dans sa capacité à challenger les administrations centrales, en réalité, à challenger en fait l'appareil d'État et à mieux contrôler sur le territoire l'exercice de l'action publique, c'est-à-dire la conformité avec l'intention du législateur, qui souvent est perdue de vue. On a une action publique qui est beaucoup trop focalisée sur le contrôle de conformité, des contrôles de procédure, en fait. Et on ne sait plus qu'est-ce qui était voulu. Et on n'évalue plus le résultat atteint. Donc, ça fait perdre de sens l'exercice des mandats. Et plus de lisibilité, mais c'est effectivement de mieux savoir à quoi servent des conseillers municipaux, des conseillers départementaux, le social, les conseillers régionaux, l'économique. En fait, il y a une telle complexité dans la répartition entre les lycées, les collèges, les routes, la petite enfance. Donc, il y a besoin de faire de la pédagogie là-dessus, mais pour le rendre plus lisible, il faut tout simplement que ça soit plus efficace et avoir une action publique beaucoup plus territorialisée et beaucoup moins verticale. On a une action publique qui est conduite en tuyau d'orgue, qui est silotée. On a des administrations centrales qui sont rivales entre elles, qui ne se parlent pas assez. L'interministériel, on ne sait pas faire. Total, ça induit aussi des comportements politiciens avec, effectivement, on l'entend beaucoup, des collectivités qui disent, quand l'État est trop précis, et on nous prend pour des enfants, et puis l'État ne nous respecte pas, et quand l'État, prenez vos libertés, c'est l'État ne prend pas ses responsabilités, on peut compter sur personne, il tout repose sur nous. Entre les deux, il y a de l'intelligence, il y a une liberté contractuelle au niveau des collectivités qui n'est pas assez appliquée, à mon avis. C'est un vaste sujet, et j'avais déposé une proposition de loi d'ailleurs sur une réforme de l'action publique en ce sens-là, en étant très instruit sur ces questions par Alain Lambert. Je voulais rebondir sur la lisibilité, si vous me permettez, parce qu'effectivement, aujourd'hui, nos concitoyens, moi je le vois pendant 15 ans de ma carrière dans la fonction publique territoriale, puis encore en étant députée depuis 2017, franchement, les Français n'y comprennent rien de qui fait quoi aujourd'hui sur le territoire. Je vous donne un exemple, sur ma circonscription toujours, mais c'est mon quotidien. À Grenoble, on a un problème de poubelles qui débordent et de dépôts sauvages, dans la ville. Alors, figurez-vous que les citoyens posent la question aux responsables locaux, aux élus, alors, le ramassage des poubelles, c'est la ville, mais dès que c'est par terre ou dès que c'est des encombrants, c'est la métropole qui, évidemment, se renvoie la balle et finalement, rien n'est ramassé ou pas assez aux yeux des concitoyens. Donc, on peut porter un regard ou un jugement politique, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que
Aujourd'hui, le citoyen ne sait plus à qui s'adresser pour l'exécution et la bonne exécution d'un service public. Ça, c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, je rebondis aussi sur le fait de dire, aujourd'hui, il y a 615 000 élus en France. C'est un record mondial du nombre d'élus au regard, évidemment, de la population française. En 2011, on était 600 000. De la même façon, il y a aujourd'hui 2 millions d'agents territoriaux en France. En 2013, ils étaient 1,7 million. Et de la même façon encore, sur les budgets qui sont alloués et votés par les instances locales, quel que soit leur niveau, on est à 246 milliards d'euros dans les territoires. En 2013, il y en avait 228. Donc, on voit bien qu'il y a toujours plus d'élus, toujours plus de fonctionnaires, toujours plus d'argent, ce que l'on a tendance à oublier, notamment dans les discours des élus locaux, justement, lorsqu'ils sont dans une confrontation au gouvernement ou dans une séquence de campagne, à dire que l'État abandonne les territoires, ce qui est faux. Il n'y a jamais eu autant d'argent et autant de levées d'impôts dans les territoires qu'aujourd'hui. Donc, ce rapport-là sur la lisibilité mérite quand même que l'on clarifie les compétences, les responsabilités, parce que quand bien même il y a beaucoup d'élus, beaucoup d'argent et beaucoup d'agents publics, on voit bien qu'il y a une insatisfaction de services publics. Donc, on a un vrai sujet sur les enjeux de repenser cette décentralisation. Et ce qui vient évidemment en parallèle aux enjeux de déconcentration de l'État dans les territoires, qui est un autre sujet, mais qui est aussi très pertinent, d'où d'ailleurs les enjeux de Maison France Service pour remettre l'État, cette fois dans ses fonctions régaliennes de gouvernement, au cœur de chaque canton. Une maison par canton pour être à moins de 15 minutes de toute fonction publique, de tout service public d'État. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose à recomposer, toujours plus d'argent qui est injecté et en même temps, une insatisfaction qui perdure. Donc, ça veut dire que quelque part, on n'est pas encore en adéquation avec l'idéal qu'attendent nos électeurs. Est-ce qu'on pourra arriver à l'idéal? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on peut s'améliorer, oui. Alors, un premier pas avait déjà été un peu réalisé par le Parlement avec la loi engagement proximité. Maintenant, la loi 3DS est également en discussion. Dans cette loi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre pour que les élus locaux, notamment les maires, se sentent un peu mieux considérés, car ils se sentent au quotidien, quand on les rencontre, que ce soit avec l'IDON ou quand on échange avec eux, ne se sentent pas forcément considérés, ou en tout cas, au-delà de la considération, se sentent dépourvus de pouvoir. Voilà. Vous le disiez, l'argent, ça est à rouler, mais ils se sentent de moins en moins capables de faire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette loi 3DS qui pourrait les aider? Alors, je vais être critique sur ce projet de loi, même si je suis encore une fois solidaire du gouvernement et je m'apprête à la voter, parce que je pense qu'il n'y a pas eu, pour un tas de raisons, et aussi pour des raisons de timing dans la mandature, il n'y a pas eu le souffle dans cette loi qu'il y aurait pu y avoir. D'après ce que j'ai compris, elle recense quand même pas mal des demandes des différentes associations d'élus, et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle manque de souffle, c'est-à-dire que on n'est pas dans le patchwork, mais en tout cas, il n'y a pas une vision qui va inspirer la relation entre l'État et les collectivités, comme vient de le dire Émilie. Ce qui lui manque, moi, ce que j'avais proposé justement dans la proposition de loi que quelques collègues avaient signé avant d'avoir le projet du gouvernement, c'était histoire que le Parlement prenne un peu ses marques, en tout cas, dise au gouvernement, voilà jusqu'où nous voudrions que puisse avoir le débat. C'est tout simplement dans ce qui vient d'être évoqué, de parachever ce qu'ont été les lois de décentralisation de 81, de réaffirmer la liberté fonctionnelle, financière et organisationnelle des collectivités, d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de sortir d'une situation dans laquelle trop souvent, l'État, quand il délègue des compétences, au lieu d'avoir une logique contractuelle, va avoir une logique de subordination. Donc, il y a un truc que je ne vais plus faire, je vais vous le confier, mais je vais vous dicter comment il faut le faire. Ce n'est pas sur cette base-là qu'il faudrait fonctionner. C'est sur une logique plus contractuelle. On s'entend sur le résultat. On va contrôler l'évaluation du résultat et éventuellement donc l'améliorer, mais dans une logique de contractualisation et liberté contractualisation entre les collectivités pour tenir compte de situations locales et cesser de tout penser depuis Paris en présumant qu'il doit y avoir non pas égalité, mais uniformité. Là-dessus, je voudrais saluer l'action d'Amélie de Montchalin au gouvernement parce que la réforme de l'action qu'elle est en train de conduire, l'action publique, va beaucoup dans ce sens-là, de rompre avec cette espèce de principe très français que pour qu'il y ait égalité, il faut que la même chose soit faite partout, de la même manière. Ce n'est pas comme ça qu'on tient compte de l'égalité. Donc, il y a ce premier point sur la déconcentration, c'est certain. La déconcentration, redonner du pouvoir au préfet, stopper le phénomène d'agenciarisation de l'action publique. Il y a beaucoup trop d'acteurs publics aujourd'hui
qui ne sont sous l'autorité de quasiment personne. Là, c'est beaucoup trop intuitu personné. Par endroit, un préfet ou une préfète va avoir accès à des données de l'agence de l'eau, selon que le directeur va bien vouloir les lui donner ou pas, parce qu'en fait, il n'est pas soumis à son autorité, ce qui fait disparaître l'autorité de l'État et surtout le sens de l'action publique localement. Donc, ça, c'est quelques éléments qui pourraient y avoir. Et puis, j'ajouterais qu'il faudrait également qu'il y ait des définitions juridiques de l'État, des collectivités territoriales et de l'action publique. Ça n'existe pas. Lexicalement, tout le monde sait ce que c'est que l'État. Juridiquement, c'est confus. Ce qui peut rendre service à certains hauts fonctionnaires d'interpréter un texte dans un sens ou dans un autre, parce qu'en fait, ça n'est pas clarifié juridiquement. Donc, revenir sur des définitions simples comme ça, pour bien expliquer que l'action publique, elle est conduite par différents acteurs qui ne sont pas forcément subordonnés les uns aux autres, donc qui doivent se coordonner et mettre dans la loi que les administrations publiques ont l'obligation de travailler conjointement et solidairement. Je me permets de répéter, conjointement et solidairement, parce que ça n'est pas le cas. On a trop souvent des administrations rivales qui protègent, c'est compréhensible dans un contexte de contraintes budgétaires, leur précaré et leur pouvoir et leur zone d'influence, mais Total, qui, on l'a vu au Parlement, exportent parfois leur rivalité avec un niveau de précision qui devient réglementaire dans la loi, dans des textes qui sont délirants de complexité. Il y a un vrai phénomène de surproduction de normes et d'inflation législative. Après, je crois aussi que cette attente des maires, moi, je peux le lire aussi sous un autre angle pour compléter les propos de mon collègue, c'est qu'on a tous les élus, qu'ils soient locaux ou nationaux, une relation de défiance de la part des citoyens français, assez majoritairement. D'abord parce qu'ils ne savent pas tellement à quoi on sert. Moi, quand je vais dans une classe ou même à un public adulte, je leur dis, à quoi ça sert un député? 80% des gens qui sont dans la salle ou présents ne savent pas à quoi sert un député, par exemple. Donc, il y a un problème de légitimité. Ce problème de légitimité, pour moi, il ne va pas, y compris pour les maires, même si ce sont les élus les préférés des Français, parce qu'ils sont reconnus, historiques, et puis à la manœuvre, visibles sur le terrain, la proximité, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il n'empêche que la légitimité ne vient pas que d'en haut. C'est-à-dire qu'on peut parler du statut des maires, de la reconnaissance, du rôle des élus locaux, ok, mais tout ça est descendant, vient encore une fois de l'État central ou d'un vote au Parlement pour dire le statut de l'élu, voilà, un élu, c'est ça, ça donne ça, il est légitime pour telle et telle raison. Mais la légitimité, elle vient avant tout de la confiance des électeurs ou des citoyens, que l'on ait voté ou pas pour tel ou tel maire ou tel et tel élu, qu'il soit reconnu comme quelqu'un qui s'engage dans l'intérêt général au service des concitoyens et non pas dans un plan de carrière ou en disant ce qu'on entend souvent, du coup, maintenant, cette personne fait de la politique et on va en entendre pendant 40 ans et ils vont cumuler les mandats, rebondir, etc. Les Français sont las de cela. C'est aussi grâce à ça qu'on a été élu en tant que député La République En Marche en 2017 initialement. C'est cette envie de renouvellement. Et ce renouvellement-là, il ne faut pas oublier qu'il va venir aussi après nous. C'est-à-dire qu'on a renouvelé beaucoup en 2017 la représentation nationale. Les Français vont attendre de renouveler encore cette Assemblée nationale en 2022, et y compris dans d'autres mandats. Alors, les élections pendant le Covid ont montré que c'était un peu différent, qu'il y a eu beaucoup de renouvellement d'élus sortants. Mais on est en état de crise, donc je pense que c'était beaucoup plus automatique parce qu'on n'avait pas forcément envie, moi j'ai entendu les Français le dire, de se plonger dans un débat politique alors qu'on est en train de gérer la crise Covid, que nos parents sont en EHPAD ou que les enfants doivent reporter un masque ou qu'il n'y avait pas école lors du premier confinement. Donc, ils n'étaient pas tout à fait dans les logiques électorales et d'implication politique. Mais néanmoins, il y a un vrai sujet de renouvellement de ces élus. Donc, moi, je suis convaincue que la légitimité des maires qu'ils expriment aujourd'hui en disant mais on manque de reconnaissance à la fois de l'État, ce que je peux tout à fait entendre, hein, mais on manque de reconnaissance globalement et tous les élus manquent de reconnaissance. Vous savez, aujourd'hui, depuis 2017, je n'ai jamais autant bossé de ma vie. Et aujourd'hui, on se fait insulter, violenter très régulièrement. Alors, je ne dis pas ça pour pleurer sur mon sort, parce que je suis très fière et très heureuse d'être députée, mais pour dire qu'il y a un niveau de défiance qui est terrible, et y compris pour les maires, parce que ça commence. On a vu des maires agressés qui sont même morts au cours de leur mandat, il faut quand même le rappeler. Et ça n'existait pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc, on voit bien ce sentiment de violence et de libération de la violence qui s'exprime, alors même que c'est surtout une défiance vis-à-vis du mandat politique. Donc, il faut repartir de la base, c'est-à-dire comment convaincre
et redonner confiance aux Français dans l'engagement, dans le mandat politique. Moi, je crois qu'il faut plutôt le réfléchir comme ça. Parce que si on affirme dans la Constitution, dans une nouvelle loi, que l'élu ou le maire est légitime pour telle et telle raison, ça ne fera pas changer les Français d'avis. Donc, je crois vraiment qu'il faut repartir de ça. Et pour ça, c'est la proximité, c'est convaincre, c'est tenir ses engagements. C'est-à-dire, on a dit qu'on faisait ça, on le fait. C'est ça aussi, hein, on en entend en disant oui, c'est les promesses de campagne. Là, ça revient évidemment, c'est les présidentielles, les législatives. Donc, tout le monde y va et on le revoit encore dans les candidatures aux présidentielles, des promesses que tout le monde, tous les Français savent qu'elles seront intenables. Je pense évidemment à Anne Hidalgo qui promet le doublement des salaires des profs. Je pense que même les profs eux-mêmes n'y croient pas. Donc, si vous voulez, on tombe dans de l'absurde qui, là encore, eh bien, génère cette défiance. Donc, moi, je pense qu'il faut repartir de la base, repenser la place du citoyen dans le débat public et la participation citoyenne, y compris à l'échelle locale comme au national. Repenser aussi à l'éducation civique. On apprend à être citoyen, on ne naît pas citoyen. Comme on apprend à être une femme, on apprend à être une mère, eh bien, on apprend à être citoyen. Si ça n'est plus enseigné ou par les parents et ou par l'école, forcément, on ne grandit pas en étant citoyen. Alors, vous faites bien de mentionner la démocratie participative, qui sera un des sujets que nous aborderons demain durant le off du Salon des maires pour le deuxième jour. Et j'en viens au moment des Gilets jaunes, où Emmanuel Macron ne s'est pas adressé au Parlement, aux réunis à Versailles. Il a décidé d'aller voir les maires et d'aller dans chaque région réunir des maires pour leur parler. C'est donc qu'ils ont un rôle à jouer. Et pourtant, la défiance continue d'augmenter envers la parole publique et envers la parole des maires. Et comme vous l'avez dit, il y a eu des violences, il y a eu même un meurtre, puisque un maire qui est mort. Donc, comment repenser en fait la place symbolique, on va dire, de l'élu local et pas uniquement la place d'officier d'état civil de la mairie, presque? Ben, il y a deux choses, encore une fois. Je rebondis sur ce que vient de dire Émilie, ça commence très tôt. Moi, je veux juste vous donner l'exemple parce que je me suis impliqué pendant mon mandat sur un projet que j'ai développé avec l'appui du rectorat dans les zones REP. Alors, je suis élu d'une zone urbaine assez dense. Donc, il y a on appelle les quartiers, les endroits où ont les écoles de ces zones d'éducation prioritaire. En classe de CM2, je suis intervenu dans une trentaine de classes, 3 fois par classe. La première fois pour répondre simplement aux questions. Et à cet âge-là, les questions, elles fusent parce que la glace est brisée assez vite. Donc, à quoi vous servez? Est-ce que c'est vrai que le président décide de tout? Combien vous gagnez? Sur un sujet. Et à chaque question, on peut tirer le fil du reste. Combien vous gagnez? Les gamins de CM2, ils ont une idée de ce que c'est qu'un salaire. Ils peuvent éventuellement savoir ce que c'est qu'un SMIC, mais déjà d'en profiter pour dire à propos de salaire, en France, un salarié gagne combien? Un minimum 1200, la moitié entre 1200 et 1008. Et puis sur le président qui décide de tout, on peut partir sur la séparation des pouvoirs. C'est très facile, ils comprennent tout de suite. Si vous dites, imaginez dans la classe, dans la récré, l'un d'entre vous invente les règles d'un jeu, vous jouez, puis il y en a un qui triche, et celui qui a inventé les règles, il dit, bah, toi, tu as triché, tu joues plus. Puis 5 minutes après, il y en a un autre qui triche de la même manière, il lui dit, bah, ton équipe perd un point, mais tu continues à jouer. Vous vous arrêtez là, il y a un gamin qui lève le doigt et qui dit, c'est pas juste. Ah, donc comment on fait? Celui qui dit que la règle, c'est pas celui qui vérifie qu'elle est appliquée, c'est encore un autre qui sanctionne en écoutant les deux parties. Ils comprennent tout de suite. Et après ça, j'intervenais sur un exercice de la NASA appliqué à la classe d'âge, en fait, l'exercice du mandat. Donc, il y avait 4 groupes de gamins, 6 à 8 par table regroupée. Et puis, un contexte de crise, un voyage scolaire dans le désert, des objets à classer par ordre d'importance. Donc, un jerrycan d'eau, une boussole, une fusée, etc. Une demi-heure par table, pour chaque table remettre une liste. Et puis ensuite, chaque table doit envoyer un ou une représentante. Et les 4 ont 2 fois moins de temps pour s'entendre sur la même liste. Ils découvrent que le mandat impératif, ça marche pas. Quand les 4 y arrivent, souvent, il y a une table qui se sent mal représentée. Comment on définit le mandat? Comment est-ce qu'on laisse du jeu dedans? Comment on choisit le profil? Celui qui s'est imposé et qui a réussi à produire quelque chose au niveau de la table, ce n'est pas forcément le meilleur profil pour négocier à distance. Bref. Et ça commence très tôt. Ils y sont super sensibles. Puis la troisième fois, c'était pour mimer un débat dans l'hémicycle. Les gamins produisaient une loi. Ça venait d'eux, il y avait des pour et des contre. C'était le seul cahier des charges que je transmettais aux enseignants. Et puis, ils l'amendaient. Et quand je revenais, ils étaient en hémicycle. Ils se levaient avec le micro. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mon collaborateur faisait le ministre, chers collègues, et puis présentaient leurs arguments, ils votaient. Et là, c'était les principes de base de l'Assemblée délibérative. Encore une fois, le respect de la personne, le respect de la contradiction. On passe autant de temps à examiner l'avis contraire que l'avis conforme, même si les effectifs, c'est 18 et 2, ce qui se passe au Parlement. En fait, j'ai été un petit peu long, mais ça démarre très tôt. Et ça, dans ces classes-là, en CM2,
ça induit un lien avec les enseignants. C'est complètement transpartisan ce sujet-là. Les conseillers municipaux peuvent le faire et mimer ensuite un débat en conseil municipal avec le vote d'une résolution. Et ça démarre très tôt, puis les échos parents d'élèves et enseignants étaient super positifs. Donc je pense que ces projets-là, il doit y en avoir d'autres qui y ressemblent. Je pense que des initiatives sont prises, elles n'ont de sens que localement, dans la proximité et très tôt pour justement transmettre ces valeurs. Parce que si je n'ai pas le respect des symboles de la République, que je ne respecte plus aucune autorité, quelque part, je ne me respecte pas moi-même. En tout cas, je ne respecte pas ma parcelle d'humanité. Donc, ça s'apprend très tôt. Ce sont des valeurs qui, effectivement, ont été beaucoup perdues ces dernières années. Parce qu'il y a ce phénomène de désinhibition absolument incroyable et de violence. Et effectivement, les élus sont secoués. Mais au-delà de ça, il y a effectivement, encore une fois, le souci, je pense, de l'efficacité de l'action publique. Et là, c'est dément le travail qui est à faire. Je suis frappé sur la pauvreté qui a été révélée par la crise Covid et les niveaux de précarité que l'on connaît encore, malgré l'excellence de la reprise, du nombre de gens qui ne connaissent même pas leurs droits. Ce n'est même pas la question de savoir qu'est-ce qu'on va donner comme droit en plus. C'est la question de savoir comment ceux qui sont sous les radars sont renseignés sur ce à quoi ils peuvent prétendre et comment est-ce qu'ils y ont accès. Et ça, on a des agents publics et une fonction publique qui ne sait pas faire ça. Parce qu'elle travaille beaucoup, la CAF va s'occuper des allocs, la mission locale va s'occuper des jeunes. Et vous avez ça comme ça en silo, vous avez les bailleurs, il n'y a pas de lien en fait de transversalité entre ces différents services et les interlocuteurs, les usagers, les citoyens ne sont pas pris dans leur histoire en fait, comme personne avec un parcours et des accidents de la vie qui peuvent être déclenchés par un déménagement, un divorce, un décrochage scolaire, un phénomène de surendettement. Donc, en fait, on sait mal repérer ça. Et tant que cette action publique, elle fait l'objet de beaucoup de discours, de déclarations d'intention, et qu'elle n'est pas assez efficace, qu'elle n'atteint pas les gens dans le dernier kilomètre, il y aura, je pense, ce discrédit de nos institutions et des symboles qui vont avec. Oui, je voulais rebondir, si vous me permettez, parce que je crois aussi qu'il y a l'accès à la citoyenneté, évidemment, mais il y a aussi l'art du débat et du débat contradictoire. Et il se trouve que j'ai été intervenante à Sciences Po Paris dans un module d'une douzaine d'heures où j'avais carte blanche et où je découvrais des jeunes gens en Master 2 quand même, qui n'avaient jamais fait l'exercice du débat. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est quand même surdiplômé, hyper intelligent, brillant, des gamins, moi je suis admirative, je n'ai pas du tout fait ce parcours-là, mais j'étais très honorée de leur enseigner ou de transmettre en tout cas un peu d'expérience. Et moi, je les ai fait débattre. Et notamment, le point d'orgue de notre cours, à la fin, c'était les 2 dernières heures. On a organisé le débat, donc ils l'ont préparé, et j'ai dit, ben voilà, le sujet, ça va être pour ou contre le nucléaire. Donc, telle équipe avec tel nom, vous êtes pour, telle équipe avec tel nom, vous êtes contre. Je ne veux pas connaître votre opinion publique, je veux que vous repreniez les arguments et qu'on organise le débat pendant 2 heures et que je sois convaincue que ce que vous portez comme argument, ce soit votre conviction. Donc, on a théâtralisé un débat. Et c'était intéressant parce que c'était de voir aussi quelle est la technique pour couper la parole, quels sont les arguments qui portent moins. C'était passionnant. Ils n'avaient jamais fait de débat. Ça aussi, il faut apprendre à discuter, il faut apprendre à débattre, à s'écouter, à se taire quand l'autre parle pour entendre ce qu'il a à dire, et éventuellement à interrompre. On l'apprend aussi nous, quand on va en plateau, quand on va dans des débats en campagne, pour couper la parole au bon moment ou exprimer un mécontentement. Mais fondamentalement, la notion de débat s'est complètement perdue. Et le grand débat, pour revenir à votre question, a été pour cela, je trouve, assez révélateur d'un besoin de discuter. Alors, c'est vrai que les grands débats avec le président de la République, c'est surtout lui qui parlait, mais il a aussi beaucoup capté des questions auxquelles il a répondu en live, vraiment assez spontanément, ce qui d'ailleurs a été un moment remarqué parce que lui était remarquable dans la façon dont il maîtrisait ses sujets. Mais au-delà de ça, on voit bien ensuite que quand nous, députés, je ne sais pas si tu en as fait, mais moi j'en ai fait quelques-uns à Grenoble, on a organisé des grands débats, et bien là, on voit tout de suite que quelques opposants, une minorité, quand on voit 100 000 personnes dans la rue, on a l'impression que c'est tous les Français, alors que pas du tout, eh bien, viennent dans ces débats, non pas pour porter leurs convictions et écouter les arguments du député ou de différents intervenants, eh bien, ils arrivent et en fait, ils veulent juste que le débat ne se tienne pas. Ça aussi, c'est révélateur d'un état de la société. C'est-à-dire que moi, les députés, le député qui était Michel Destot pendant 6 mandats sur ma circonscription avant moi, n'a jamais vécu ça. Lorsqu'il posait un débat,
il n'y avait jamais des manifestants qui empêchaient le débat. Donc ça aussi, je crois qu'il faut l'apprendre très tôt à l'école, à écouter la parole de l'autre et à se respecter. Et le débat fait absolument partie des enjeux de la démocratie et de renouer la confiance pour expliquer tel ou tel argument, expliquer telle ou telle décision, à quoi elle correspond. Moi, j'ai souvent tendance à dire, et je le disais beaucoup aux élus pour qui je travaillais lorsque j'étais directrice générale, et y compris aux administrés qui ont le droit de savoir en toute transparence, qu'en matière d'urbanisme ou en matière de décision politique, il n'y a pas que de façon caricaturale de bonnes ou de mauvaises options, enfin de bonnes ou de mauvaises décisions ou solutions. Il n'y a que différentes options qui chacune portent en elles une part de positif et une part de doute ou de moins performant. Et tout le rôle d'un élu, c'est justement de choisir une option et ensuite de l'affiner, de l'adapter, etc. Mais il n'y a pas de potion magique. Et moi, je regrette qu'aujourd'hui, on se fasse embarquer toujours dans le débat public, y compris sur les scènes nationales de télévision ou d'expression politique, où le monde est complexe, les solutions sont complexes, et faire croire que face à la complexité d'un sujet et la complexité de notre monde entre les territoires, la France, l'Europe, la mondialisation, les différents enjeux, et évidemment de façon sous-jacente, par exemple sur l'énergie, les enjeux géopolitiques, que l'on fasse croire de façon hyper populiste et démago que la solution est pourtant simple, la voici, ça aussi, ça n'aide pas les Français. Ça n'élève pas le débat. Donc, il faut savoir expliquer la complexité et prendre le temps du débat. Et pour ça, d'ailleurs, je vous remercie parce qu'on a largement le temps de s'exprimer aujourd'hui et ça fait du bien. On n'est pas dans l'immédiateté. C'est vrai. Pour rebondir là-dessus, ça me fait penser à deux choses, pour rebondir aussi sur votre question. Savoir écouter, comme le disait Émilie, je pense que c'est aussi quelque chose qui effectivement s'apprend, c'est qu'on a trop souvent l'habitude, et en politique particulièrement, d'écouter en se disant « je vous écoute pour savoir comment je vais vous contredire ou me justifier ». Là, ça se sent en fait, qu'en fait, il n'y a pas d'écoute et qu'il y a une confrontation, alors plus ou moins scénique, plus ou moins tape à l'œil, mais en fait, il n'y a pas d'écoute. Si j'apprends à vous écouter en me demandant si vous n'allez pas me faire changer d'avis ou évoluer dans mon jugement, là, c'est tout autre chose. Et on peut confronter des convictions, on peut confronter des choix, mais il y a toute autre forme de respect. Et pour moi, la politique, elle grandit énormément pour ça. Et ça, je pense que ça s'apprend. Et quand vous parliez du grand débat qu'a organisé le président de la République suite à la crise des Gilets jaunes, qui est quand même une crise complètement historique, c'est quand même inouï ce que nous avons vécu pendant cette période-là. Nous n'y sommes pas pour rien. Cette majorité n'y est pas pour rien dans le déclenchement. Mais il est quand même admis que c'est une crise qui couvait depuis des décennies. Cette colère, ce grand débat, l'une des conclusions de la part du président de la République, ça a été la réforme de l'action publique. Après, il a dit on va mettre fin au grand corps. Et là, j'insiste, l'action que conduit, ça me frappe que personne n'en parle. Pour moi, c'est l'essentiel. Il n'y a que pour que la parole publique touche vraiment. Qu'est-ce que ça change? À quoi vous servez? Si ça, on ne peut pas le montrer, et l'action, encore une fois, que conduit Amélie de Montchalin en fin de mandature, s'attaquer à une réforme qui concerne tous les hauts fonctionnaires, dans le recrutement, la gestion des carrières, c'est quand même énorme. Ben là, pour moi, on touche à l'essentiel. Et je considère que le travail qu'elle fait est remarquable. Il devra certainement avoir une suite, parce qu'il y en a pour longtemps, je pense, avant de changer justement cette vision de l'autorité et de comment elle se manifeste, et surtout de la façon dont on pense l'égalité en France. Là, ça me frappe politiquement de se dire à quel point, en France, cette idée d'égalité, il y a quelque chose de sacré, on ne peut pas y toucher, on est vraiment dans l'uniformité. C'est-à-dire, si ce n'est pas pareil partout sur le territoire, ça n'est pas juste. C'est inouï de penser ça à ce point-là, parce que ça n'est pas vrai, ça ne tient pas compte, alors que nous sommes l'un des pays du monde où en parcourant 50 km, on change à ce point-là de sol, de sous-sol, de végétation, de relief. La France est un pays de multiples micro-identités. Ce n'est pas pour rien que c'est le pays des vins et des fromages. Je suis très sérieux en disant ça. Donc, cette idée d'égalité qui s'applique en tenant compte de spécificités, il y a un principe de droit qui était aussi dans la proposition de loi que j'avais déposée, qui est l'imputabilité, qui permet, par exemple, à un élu d'une collectivité ou à un préfet de dire « je n'applique pas la loi à la lettre parce que ma décision respecte mieux l'esprit ». Là, je considère qu'il faudrait pouvoir donner cette responsabilité à des acteurs locaux. Alors, vous parlez de débat, vous parlez d'écoute, et on parle dans cette table ronde de la place de l'élu.
Et je voudrais m'attarder juste un instant sur la place de l'élu d'opposition. Ce qui peut, vous avez peut-être des témoignages à nous donner, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les collectivités, dans les mairies, quand on est dans l'opposition, on a le droit de s'exprimer sur un temps imparti, de façon écrite avec un certain nombre de caractères, et dans l'espace public de façon extrêmement restreinte comparée à une majorité. Alors aujourd'hui, comment redonner un petit peu une place à ces élus d'opposition qui représentent plusieurs milliers d'élus sur le territoire, parce qu'ils font aussi partie et ils composent la République et nos territoires. Alors, j'allais justement venir sur ce sujet parce que c'est passionnant. C'est de dire que quand on a l'élu local, que l'on soit maire ou autre, hein, il ne faut pas avoir peur de l'idée, des idées des oppositions. Il ne faut pas avoir peur de la parole, de la participation citoyenne. Quand on devient maire, je prends cet exemple parce qu'il c'est le plus connu, mais quand on devient maire, on n'est pas que maire des électeurs qui ont voté pour nous ou de nos militants ou d'une politique nationale que l'on veut s'évertuer à mettre en valeur sur notre territoire. On devient responsable de tous nos concitoyens et on doit embrasser la différence justement que porte chacune des voix de nos concitoyens, donc de ceux qui veulent s'exprimer dans la participation au débat public, de nos oppositions. Et très souvent, notamment dans les nouvelles équipes, en tout cas moi je l'ai constaté à Grenoble et dans d'autres communes, on a tendance, dès qu'on a gagné une élection, à se renfermer, à dire bon maintenant on déroule le programme. Alors en soi, je l'entends tout à fait, mais on doit avoir aussi une dimension de rassemblement. Certains maires l'ont assez facilement, on revêt ce costume assez facilement de rassembleur, d'autres beaucoup moins. Et dans mon expérience d'élu d'opposition à Grenoble, forcément, c'est très difficile parce qu'on a une équipe qui est très radicalisée, plutôt d'extrême gauche, avec Éric Piolle, la France Insoumise, un rassemblement en fait très à gauche, et qui finalement se porte comme l'exemple de la participation citoyenne et du débat, mais qui, dans les faits, eh bien, ont des dispositifs qui sont annulés par le tribunal administratif parce que ça ne respecte pas la loi. Peut-être faudrait-il avancer pour expérimenter d'autres façons de participer, de faire participer les citoyens. Ils font une consultation dont ils ne respectent pas les conclusions. Et évidemment, l'opposition, malgré la signature de la charte de, comment ça s'appelle, la charte de l'élu local, non, de la charte anticorps, pardon, qui s'engage à un certain nombre de choses, et notamment de confier la commission finance à un élu d'opposition, n'est pas respectée. Et on voit bien qu'il y a une espèce de défiance en disant « nous avons gagné », d'ailleurs on l'entend à chaque conseil municipal en ce qui nous concerne à Grenoble, « nous avons gagné, nous faisons ce que nous voulons ». Voilà. Ça, c'est dommage, parce que ça veut dire que quelque part, on n'entend pas la voix des électeurs qui n'ont pas voté pour la majorité. À Grenoble, il y a 80 000 inscrits. Éric Piolle a été élu avec 16 000 voix, bien plus que nous. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est hyper légitime. Mais ça veut dire que 80 000 habitants, moins 16 000 qui ont voté pour lui, ne croyaient pas en son projet ou n'ont pas voulu aller voter pour les questions de confiance dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'il y a différentes voix qu'il faut savoir entendre. Et quelque part, je n'ai pas croisé beaucoup de maires, en tout cas de par chez moi, et je trouve que c'est une qualité que l'on devrait voir chez les maires et qui est importante et qu'il ne faut pas oublier, c'est la dimension de l'intérêt général et ensuite de rassemblement. On est maire de tous les habitants de notre commune lorsqu'on est élu. Et ça manque. Donc évidemment que le rôle de l'opposition, la participation, voilà, fait défaut dès qu'une équipe se crispe sur une idéologie ou un dogme absolu, café de certitude. Eh ben forcément, dès qu'on a des certitudes en politique, le débat est biaisé et c'est là qu'on se trompe, je crois. Ce que j'ajouterais par rapport à ça, parce que je suis d'accord en fait avec, je n'ai pas d'opposition par rapport à ce que j'ajouterais, c'est que le scrutin municipal, pour moi, c'est pratiquement le mieux. En fait, le scrutin consulaire, je le trouve très bien parce qu'il assure une majorité, puisque la moitié des sièges revient à la liste qui a gagné, et l'autre moitié, c'est la proportionnelle, donc tout le monde est représenté. Donc je trouve que c'est un scrutin qui est assez intelligent. Il n'oblige pas à faire des coalitions et moi, je trouve que le principe majoritaire, en tout cas, j'y adhère, mais au moins, on y met tout le monde puisqu'il y a quand même cette proportionnelle appliquée à la moitié des sièges. Donc, je ne serais pas tellement, et j'entends très bien ce que vous dites, parce qu'on l'entend beaucoup, c'est très, très ingrat d'être dans l'opposition. Et c'est très, on regarde, on voit passer les trains. Donc, et c'est certainement le cas aussi à l'Assemblée, je vais vous dire. Mais ce n'est pas tellement pour moi la question de savoir comment est-ce qu'on leur donne plus de place aux élus de l'opposition. C'est vraiment une question d'intelligence collective. Et je vais vous dire, je considère qu'on en a manqué. Quand je dis on, nous, majorité, depuis 5 ans. Je considère qu'on a manqué d'intelligence collective dans notre relation avec l'opposition. Il y a un nombre de fois qui ont été de belles occasions, non pas de tendre la main,
simplement d'écouter et d'intégrer des amendements, des jugements intelligents de la part des oppositions, au lieu de faire semblant de les reprendre, de les réécrire et de mimer à l'Assemblée une confrontation au fond assez stérile entre majorité et opposition qui ne donne pas non plus envie de s'engager et qui ne fait pas du sens à la politique. Donc la place des élus, c'est beaucoup une question d'intelligence collective. Moi, ce que je verrais, c'est de donner plus d'importance en fait à l'Assemblée délibérative elle-même. De ce point de vue-là, les Français, je considère qu'ils sont ambigus. C'est-à-dire qu'on a trop souvent très envie de savoir qui est le chef et après de se faire croire que c'est lui qui décide de tout. Le président de la République ne décide pas de tout. On lui fait jouer, on lui fait vouloir beaucoup trop de choses. Moi, je considère qu'en tant que Parlement, on a trop souvent confondu obéissance et loyauté. J'ai essayé d'exercer mon rôle de contrôle de l'action du gouvernement sans jamais me départir de ma solidarité et du soutien. On ne sait pas bien faire ça, et les élus d'une opposition, dans un conseil municipal ou à l'Assemblée, ça dépend beaucoup de la façon dont la majorité va se conduire et dont elle va se comporter comme assemblée délibérative, en étant moins souvent le collectif qui soutient le maire. Prenez l'exemple de l'Allemagne. Les maires sont, alors ils ont un scrutin qui est épouvantablement compliqué. Mais moi, je trouve ça assez remarquable la façon dont sont gérées les municipalités. Le maire est beaucoup plus chairman, et c'est l'Assemblée délibérative qui décide. On ne sait pas suffisamment faire ça en France, à mon avis. Question beaucoup plus courte sur le rôle du maire. Est-ce qu'à votre avis, le maire doit être un innovateur en chef de sa ville, ou est-ce qu'il doit travailler avec toutes les personnes autour avant? Vous qui êtes parlementaire, vous êtes en rapport avec les élus locaux de vos circonscriptions. Comment vous gérez ce rapport avec les maires, avec les adjoints, les conseillers municipaux, que ce soit sur des territoires très différents, l'Isère et le Val-de-Marne? Comment vous voyez les maires en tant que parlementaire? Alors, en préalable à la réponse, moi j'ai quand même envie de dire que lors de la crise Covid, on s'est aperçu de l'efficacité du couple dont je parlais tout à l'heure, préfet-maire. Dans ce couple préfet-maire, il n'y a pas de parlementaire. Il n'y a pas la métropole, il n'y a pas le département, il n'y a pas la région. Ce qui pose la question de la place du parlementaire eu égard à la fin du cumul des mandats, maire-député, on l'a vu historiquement, de dire mais finalement, quelle est la place du parlementaire dans le territoire? Quelle est la place des autres institutions publiques par rapport à cette efficacité qui a été redoutable? On ne va pas se raconter d'histoire, ça a très bien fonctionné. Donc déjà, premier point sur comment est-ce que tout ça se coordonne et s'articule finalement? Est-ce qu'on a besoin de tout ce monde? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et ensuite, comment est-ce qu'on voit le maire? Rappelez-moi votre question. Est-ce que c'est un innovateur en Oui, chef? voilà. Et vous, en Alors, tant que député, comment vous absolument. le percevez? Alors, pour moi, le rôle d'un maire, ayant travaillé pour un maire pendant 13 ans et ensuite ayant l'ambition de l'être peut-être un jour, oui, pour moi, le rôle d'un maire est crucial dans la République aujourd'hui française. Et ça doit être un maire innovant, absolument. Pour moi, c'est indispensable. Il doit prendre des risques. Il doit expérimenter des choses. Il doit tester, il doit coordonner. Mais ce n'est pas paradoxal avec le deuxième aspect de votre question. On dit est-ce qu'il doit rassembler et écouter? Bien sûr, il doit d'abord écouter, prendre les avis et ensuite, il tranche, il décide, il innove. Et il faut qu'il embarque tout le monde. C'est ça qui est intéressant, parce que souvent, on n'embarque que son camp, parce qu'on est convaincu, on a porté quelqu'un pendant une campagne, donc spontanément, il est soutenu. Et on a tendance, chacun, à se réfugier vers finalement ses sympathisants qui croient en nous à titre personnel et à titre politique, alors que l'objet de la mission d'un maire, c'est bien d'embarquer tout le monde. Donc oui, il doit être innovant, il doit prendre des risques. Le problème, c'est que, comme tout à chacun, lorsqu'on ambitionne une carrière politique dans son aspect carrière, eh bien, l'objectif reste toujours en ligne de mire la réélection. Et ça empêche la prise de risque, ça empêche l'innovation, un peu trop à mon goût. Et je crois qu'il faut oser. Et on l'entend souvent, je l'ai entendu à l'Association des maires de l'Isère, que les maires bâtisseurs sont aujourd'hui beaucoup des maires perdants de renouvellement de mandat. Vous vous rendez compte, on en vient à quelque chose d'une ineptie et beaucoup d'équipes municipales se sont fait élire en disant on va surtout arrêter de construire, ce qui est un vrai problème pour le logement et la politique de logement d'ailleurs. Mais vous voyez, donc on a cette espèce de, pour garantie d'être élu, finalement, il faut plus faire grand-chose, il ne faut pas prendre de risques. Au contraire, moi je crois que les Français attendent de nous que l'on ose, que l'on essaye des choses, que l'on reconnaisse quand on s'est planté. Et là-dessus, je rebondis sur ce que tu as dit, parce que oui, on n'a pas assez travaillé avec les oppositions et je dirais même qu'il a fallu attendre le grand débat et la crise des Gilets jaunes pour se rendre compte à quel point, et moi, avec 13 ans d'expérience de territoire,
je l'avais quand même bien en tête, à quel point les maires et les élus locaux sont des relais des politiques nationales. Et on ne peut pas faire sans eux et sans ce relais. Et si on braque le corps des élus locaux, si on peut parler de corps, pardon, je rebondis un peu maladroitement sur les corps d'État, mais peu importe, alors on n'arrive à rien. Encore une fois, ça doit être un partenariat, peut-être contractuel. Je trouve que c'est une très bonne façon d'aboutir à des politiques et des résultats ensemble. Mais en tout cas, on voit bien que la première partie du mandat, les élus locaux ont été trop, je ne vais pas dire méprisés, parce que moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu chez les ministres et encore moins chez le président de la République, mais pas assez considérés comme un relais de la République. C'est pour ça que j'ai commencé mon propos en disant c'est un rempart de la République sur les valeurs, sur l'exécution des politiques publiques. Donc, c'est très important et je crois qu'il faut renouer ce dialogue et que déjà nous entendions dans cette majorité et dans notre parti tout jeune, dans nos partis tout jeunes, que les élus locaux sont des relais très importants pour la mise en œuvre de l'action publique. Oui, moi, je voudrais juste rappeler qu'un maire a presque un double statut. Il représente l'État et c'est le premier magistrat de son territoire. Il est élu, il incarne son territoire. Ce qui rend la charge complexe, d'ailleurs, c'est une charge au sens juridique du terme, il a une charge d'état civil, et en même temps, il représente son territoire vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres maires, vis-à-vis d'autres collectivités, vis-à-vis de l'État. Donc, est-ce qu'il doit être innovateur? J'ai envie de vous faire une réponse de Normand, ça dépend. Est-ce qu'il est innovateur en chef ou innovateur ou chef? Non, ben, je pense que dans beaucoup d'endroits, ça serait bien d'innover sur une autre façon d'être chef et de donner encore une fois plus de place aux assemblées délibératives. Mais un maire peut avoir une mission absolument considérable de réconciliation, d'apaisement, de pacification sur les territoires qui sont à feu et à sang, où il y a des querelles et des larves qui sont latentes et qui mettent beaucoup de violence et de méfiance. Il y a d'autres endroits qui n'ont pas ces enjeux-là, où au contraire, il s'agit d'aller de l'avant, d'innover, de prendre des risques. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup de la réalité du territoire. Et j'insiste sur alors, moi, je suis élu encore une fois dans le Val-de-Marne, donc c'est vraiment le territoire urbain de la région Île-de-France. Et je pense que les écarts, les témoignages que j'ai eus de collègues pendant tout ce mandat ont été passionnants, parce que c'est fou les différences de situation qu'on a connues. Pour répondre encore une fois, pour insister sur le fait que ça dépend trop, c'est que les témoignages, pour moi, ça c'est dans le Val-de-Marne, typiquement avec la préfecture, très bien passé, où j'ai eu facilement accès du répondant et de la réactivité et une facilité de contact. Donc, je me suis senti utile dans cette relation-là. J'avais des endroits où des députés, des collègues députés, qui ont des relations absolument épouvantables avec les préfets. Donc, la question, depuis la fin du cumul de la place de l'élu national, du député, avec donc les sénateurs peut-être un peu moins, parce que le Sénat représente les territoires. C'est quand même la deuxième chambre. Bon. Mais du député, en tout cas, la question se pose. Encore une fois, ça dépend peut-être trop justement des relations interpersonnelles entre les maires et les députés. Cette place du député, elle est à réinventer. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'on revienne sur la fin du cumul. En tout cas, c'est beaucoup trop tôt pour en parler. Enfin, on n'a même pas fini la mandature. C'est la première mandature à laquelle il y a cette interdiction. Laissons-la se clore. Et puis peut-être au cours de la prochaine, il y a des acteurs qui auront peut-être un petit peu plus de recul. Mais là, en tout cas, ce qui est certain, on le constate, en ayant supprimé la réserve parlementaire et supprimé le cumul des mandats, la place du député localement, auprès des maires, auprès des préfets, c'était une question aujourd'hui qui se pose. Oui. C'est la question que j'allais... Voilà, vous me voyez arriver depuis le Palais Bourbon presque. On n'est pas bien loin d'une énorme quantité de maires à quelques mètres d'ici. On est au off du Salon des maires. Au Sénat, on a entendu parler un petit peu d'une remise en cause de cette interdiction de cumul. Au niveau local, un maire peut être président d'un EPCI, il peut également avoir des mandats de conseillers départementaux, régionaux, conjuguer ça avec des syndicats mixtes de gestion, et pourtant, il ne peut pas être parlementaire. Quel est votre avis sur la question? Encore une fois, si tu permets, je termine juste parce que justement, j'en vais entendre le truc. Non, pour moi, il ne faut pas revenir là, sur cette disposition, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas assez de recul. Moi, je considère que c'est passé ailleurs. 4 ans, 5 ans, ça n'est pas rien, mais laissons finir cette mandature. On ne réinventera pas la place du parlementaire localement en un claquement de doigts et en tirant des leçons sur 3 ans d'expérience, surtout
avec énormément de députés pour lesquels c'était la première expérience politique. Et de ce point de vue-là, on a été novice et peut-être maladroit dans plein plein de points de vue. Donc, laissons un petit peu plus de temps pour examiner cette question. Maintenant, sur le fond, pourquoi je trouve qu'il ne faut pas revenir dessus? Pour deux raisons simples. La première, c'est que Émilie l'évoquait en début de débat, le renouvellement. Le renouvellement est absolument vital et je pense que c'est attendu. Donc, et pour moi, il faut activement y travailler, donner envie aux gens de s'engager, donner du sens à l'engagement et renouveler le personnel politique, en finir avec les carrières de longévité à vie, qu'il en reste quelques-uns, ok, soit. Mais non, ce n'est pas ça l'idée de la démocratie. Donc, il y ait plus d'engagement. Donc, rien que pour ça, pour moi, je n'ai pas envie qu'on revienne là-dessus. Et la deuxième raison, c'est que parlementaire, je vais vous dire, je ne vois pas comment ça peut sérieusement ne pas être un temps plein. Franchement, je ne vois pas. Ce qui manque terriblement, et là, encore une fois, la place du parlementaire, mais on reboucle avec ce qu'on disait au début, c'est comment le parlementaire exerce sa mission constitutionnelle de contrôle de l'action publique, notamment localement. Et comment est-ce que, en étant observateur et acteur de ce contrôle de la vie publique, de l'action publique localement, il contrôle l'action du gouvernement. Et il peut même inspirer, infléchir l'action du gouvernement. Ça, c'est à réinventer, parce que cette mission constitutionnelle de contrôle de l'action publique, encore une fois, elle est réduite à peau de chacun. Et ça, pour moi, ça dépend. C'est aussi une question, encore une fois, d'autonomie, d'expertise et de compétence du Parlement. On est trop faible. C'était un débat qui avait eu, au moment, l'affaire Benalla a interrompu le débat, hein, mais pour moi, le plus gros débat qu'on avait sur la réforme constitutionnelle que nous étions en train de porter, c'était la question de est-ce qu'on dédiait une agence au Parlement? Est-ce qu'on permettait au Parlement de recourir à saisir la Cour des comptes pour lui-même? Il y avait cette question avec, en général, l'opposition, qui nous venait d'ailleurs de l'administration. Ah, mais non, mais vous n'y pensez pas parce que c'est une violation de la séparation des pouvoirs. Vous n'allez pas avoir les mêmes moyens que l'exécutif. Bien sûr que si. Il faut qu'il y ait, ne serait regarder les États-Unis, les moyens, il y a le Congrès pour contrôler l'action publique. Donc, il nous faudrait des agences qui nous permettent, encore une fois, de challenger les administrations, pas pour les mettre sous tutelle, pas passer une expression pour les emmerder, mais simplement pour remplir cette mission constitutionnelle d'avoir un pouvoir élu indépendant qui vérifie que l'action publique est conforme à son intention, au résultat attendu de l'action publique. Et de ce point de vue-là, quand on aura ça, je pense que la place du parlementaire, sans cumul des mandats, vis-à-vis localement du maire, du préfet, etc., sera beaucoup moins épineuse. Tout dernier point, la question du statut de l'élu, je pense qu'effectivement, elle peut se poser parce que l'autonomie de moyens, pour le coup, des maires, les indemnités qu'ils touchent dans beaucoup de cas, ne leur permettent pas non plus de faire ça à temps plein, ou alors c'est un sacerdoce et c'est un niveau d'abnégation qui est inouï et qui ne peut pas être attendu de n'importe qui. Donc, oui, la question du statut, pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là que j'irais que de revenir sur l'idée du cumul. Oui, alors pour répondre à la question, je suis parfaitement d'accord avec mon collègue. Effectivement, le débat sur le cumul de mandats aujourd'hui n'a pas de sens parce qu'on n'a pas assez de recul. Il n'a pas de sens aussi parce que ce n'est pas ce que les Français attendent. Je rappelle que les Français attendent que les élus soient pleinement engagés sur leur mandat. Ce qui pose la question justement des élus locaux et du statut de l'élu pour que l'on puisse avoir ce renouvellement, ce rajeunissement aussi. Parce qu'on voit bien que la pyramide des âges des élus locaux a tendance, la moyenne d'âge a tendance à vieillir. Donc, on a un sujet, il ne faut pas attendre d'être retraité pour s'engager en politique. Moi, j'ai 44 ans, je me suis engagée à 40 ans, je me suis dit une dizaine, quinzaine d'années maximum en politique, si les électeurs veulent de moi, bien sûr, avec un métier que j'ai laissé, entre parenthèses, à ce stade, que je retrouverai ou peut-être une autre carrière professionnelle. Je crois que ça doit être possible pour tout et chacun des Françaises et des Français pour qu'ils puissent s'engager un temps, un mandat, 2 mandats, parce que dans la réforme constitutionnelle, il y avait aussi l'enjeu de limiter les mandats dans le temps. C'est-à-dire ne plus être député pendant 6 mandats. Ça me paraît quand même la moindre des choses, un député pendant 30 ans. Qu'est-ce qu'il a fait au 6e mandat qu'il n'a pas fait au 2e, par exemple? Bon, il y a quand même des situations ubuesques. Donc, je crois qu'il faut absolument repenser aussi cela. Est-ce que ça passe par le statut de l'élu? Peut-être, mais c'est surtout de dire comment on intègre dans la vie d'un citoyen français ou d'une citoyenne française un temps, une parenthèse d'engagement politique, pour ensuite revenir travailler. Alors, ce n'est pas que formel, ce n'est pas que par un statut constitutionnel ou législatif, c'est aussi comment on prépare les Français à ce changement. Parce que lorsqu'on regarde en Finlande, par exemple, être élu, c'est normal, et à la fin de son mandat, on retourne bosser, c'est normal, il n'y a pas de procès politique au retour du mandat.
Le problème, c'est qu'en France, une fois qu'on s'est engagé politiquement, on est étiqueté à vie. C'est-à-dire que l'on soit d'accord ou pas avec ce que l'on est fait, fier ou pas de son bilan de mandat, et qu'on revient dans la vie active, combien d'élus en 2017, de députés en 2017, ont été vraiment à la peine parce qu'ils n'arrivaient pas à retrouver un travail, alors qu'ils pouvaient en avoir un antérieurement ou pas, mais parce qu'il y avait un procès politique en disant « Ah, mais non, vous avez été élu », comme si c'était presque un mauvais scotch ou un marquage au feutre noir parce qu'on a été élu. Dire, à un moment, non, on est des Français engagés, certes, mais au-delà de notre engagement, on sait tenir des convictions, un métier et défendre une institution ou une entreprise si on doit retourner travailler. Et on oublie comme si devenir élu et faire de la politique, ça devenait un absolu, ça essentialise la personne. Mais moi, je suis urbaniste, je suis maire, je suis l'ami de plein de gens, autre chose dans la vie que simplement élu, et heureusement d'ailleurs. Voilà, non, mais pour vous dire qu'on a une vraie vie en dehors de ça. Moi, je me suis mariée en septembre. Ben oui, la vie continue. Donc, il y a plein de gens qui étaient surpris en disant « Oh là là, mais vous vous êtes mariée ». Ben oui, parce qu'en fait, je suis aussi autre chose qu'une femme politique ou un homme politique au sens… voilà. Donc, il faut qu'après l'engagement, à la fin d'un mandat, ou dans l'engagement politique, ou après l'échec d'une campagne, parce que ça arrive à tout le monde, on puisse rebondir sans que cela soit une difficulté en France. Et je pense que ça vient aussi du peuple français. Il faut qu'on arrive à accepter qu'on renouvelle, mais si on renouvelle, ça veut dire que des élus reviennent sur le marché du travail et qu'il faut l'accepter et pas faire un procès politique pendant des années en attendant que ça ne se sache plus qu'on a eu un engagement politique. Ça passe pas par un statut. Ça passe par un rapport à la politique, un rapport à l'élu et à la personne qui a eu un mandat qui doit effectivement évoluer en France. Écoutez, merci pour tous ces éléments, pour toutes ces réponses. J'ai une dernière question, parce qu'on arrive bientôt à 1 heure de débat, c'était ce qui était prévu. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup quand on parcourt avec les consultants de l'IDON, quand on parcourt le territoire. C'est ce fameux rapport à l'intercommunalité, à l'échelon intercommunal. Et on en a parlé tout à l'heure avec ce manque un petit peu de cohérence et ces communes qui viennent et qui soit considèrent l'EPCI comme un tiroir-caisse, soit qui y voient qu'une étoile noire qui vient leur voler leurs compétences. Aujourd'hui, est-ce que cette strate, elle a encore une cohérence dans la République et est-ce qu'elle n'obstrue pas, vu qu'elle n'est pas élue forcément directement, elle n'obstrue pas le rôle de l'élu dans la société? Je vais vous faire une réponse brève, parce que c'est très spécifique à l'Île-de-France. Moi, je vais vous parler du Val-de-Marne, je ne pourrais pas répondre à cette question sur l'ensemble du territoire. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le Val-de-Marne, on a créé les territoires, ça s'appelle comme ça, hein. Bon, qui théoriquement ont la responsabilité de l'urbanisme. Donc, c'est compliqué pour les municipalités, sachant que même si on parle, je dis même si, parce que ce n'est pas une zone rurale qui va être dont l'identité est portée par un produit agricole. Bon, les identités municipales du Val-de-Marne sont extrêmement fortes, surtout pour tout justement de la Marne. Il y a cette fameuse boucle à l'intérieur de laquelle il y a Saint-Maur. C'est une région patrimoniale extraordinaire où il y avait des identités très, très fortes, avec des villes de taille très, très différentes. Ça va moi, j'habite Brie-sur-Marne, c'est 16 000 habitants, et puis vous avez ça presque jusqu'à 100 000 sur la préfecture. Bref, moi, je suis favorable, et beaucoup d'élus des collègues de la majorité le sont, à ce qu'il y ait une autonomie fiscale des territoires pour qu'ils prennent de l'importance, et que cette intercommunalité, sur des sujets qui sont fondamentaux, qui préoccupent en premier les électeurs, logement, donc construction, mobilité, et partie de transition écologique, rapport au travail, entreprise, emploi, en fait. Sur ces facteurs, sachant que la question de l'emploi, le logement et la mobilité sont souvent des obstacles, soit pensés, fassent l'objet de discussions intercommunales. Ce sont des enjeux. Le grand pari, la transition écologique en Île-de-France n'est pas jouable à l'échelle communale. Ce n'est pas sérieux. Bien sûr qu'il faut de l'intercommunalité. Donc, à titre personnel, je suis pour un renforcement du pouvoir des territoires et même à ce qu'ils gagnent en autonomie fiscale. Et je rebondis effectivement dans cette conviction profonde que l'intercommunalité a de l'avenir, et encore plus que ce qu'elle en a aujourd'hui, en rajoutant qu'au-delà de l'autonomie fiscale, moi je crois aussi au suffrage direct. Éventuellement, je pense qu'il faut que l'on en parle, parce que la légitimité pour les citoyens vient aussi créer parfois des situations ubuesques politiquement dans les territoires où
finalement, eh bien, une voix, je parle encore de mon territoire, pardonnez-moi, mais c'est un bon exemple, la métropole de Grenoble, la voix d'une petite commune de 200 habitants pèse autant que la voix d'un élu grenoblois qui en représente 3500. Donc, on a un sujet, donc la représentation du conseil communautaire, forcément, est assez décalée par rapport à la réalité des territoires. Donc, elle est tout à fait légitime, puisque c'est comme ça que le système fonctionne aujourd'hui, mais on a un sujet de représentation. Et ensuite, je trouve que les intercommunalités, finalement, c'est ce qui colle par le bon sens, pardon d'utiliser cette expression que je n'aime pas du tout, mais par le bon sens des élus locaux au fonctionnement de bassins de vie. Et en fait, quelque part, les communes ne sont plus tout à fait à l'échelle des enjeux. J'ai été rapporteur du texte eau assainissement qu'on est en train de mettre en œuvre et surtout d'assouplir pour la rendre efficace. Et de la même façon, j'ai été rapporteur du texte transformation de la fonction publique. Bon. Eh bien, on voit bien que dans le rapport au territoire, on a un enjeu de bassin de vie. Et d'ailleurs, les citoyens, lorsqu'ils en ont la capacité, choisissent leur territoire. Alors, parfois, ils le subissent à cause du prix de logement ou des enjeux de mobilité, mais on voit bien qu'il y a un enjeu de bassin de vie. On ne vit plus aujourd'hui que sur sa commune. Donc, sans dire qu'il faut supprimer les communes, parce que ce n'est pas mon propos, même si peut-être il faudrait en fusionner quelques-unes quand même de façon opportune, un peu plus de façon inciter, que la citation soit un peu plus forte, ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais qu'en tout cas, l'intercommunalité prenne un vrai rôle dans ce paysage-là, avec des intercommunalités plus rurales, des intercommunalités comme celle de la métropole de Grenoble, très urbaine, des intercommunalités périurbaines dont on parle beaucoup en ce moment par rapport à l'étalement urbain, au ralentissement de l'artificialisation, voilà, des sols, j'entends. Donc, on voit bien qu'on a 3 niveaux de territoire qui sont différents et même entre eux, les territoires ruraux ne sont pas tout à fait les mêmes, d'où l'enjeu de différenciation, évidemment, de différenciation, pardon, je vais y arriver. Je fatigue au bout d'une heure, pardonnez-moi. Mais moi, je crois en cette échelle parce que c'est celle finalement qui correspond le plus au territoire de vie des Français. Donc, quelque part, je trouve cette échelle assez légitime. Par contre, je reviens à mon propos du début du débat. On a quand même un enjeu sur ce millefeuille territorial qui aujourd'hui n'est pas lisible par les Français, qui recoupe des compétences assez disparates. Je parlais des poubelles et des déchets tout à l'heure, mais il en va de plein d'autres choses. Et dès qu'un maire va être en désaccord politique avec la majorité de la métropole, eh bien, il va garder des doublons. Je pense que ça parle à tous ceux qui nous regardent, des doublons dans sa collectivité pour être sûr que le service soit bien fait. Et c'est là que le bas blesse. C'est là qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est dès que tout le monde se met à faire tout. Donc, chacun doit... Enfin, nous devons, dans une prochaine phase, j'imagine, parce que je partage ton analyse sur le projet de loi 3DS qui ne va pas tout à fait au bout et en même temps, on est en fin de mandat, donc j'entends qu'on vienne assouplir, simplifier et mettre un peu d'huile dans les rouages de tout cela. Mais je pense que le prochain quinquennat devra faire l'objet d'une vraie réflexion sur l'organisation territoriale décentralisée ainsi que sur la déconcentration des services de l'État et que tout ça doit être plus efficace, pas pour dire que les fonctionnaires ne le sont pas, ce n'est pas du tout mon propos, mais pour que les politiques publiques arrivent à toucher les Français et améliorent leur quotidien parce que la politique, c'est d'améliorer la vie des gens, sinon ça ne sert à rien. Écoutez, merci beaucoup. C'était donc la fin de notre table ronde. Je me tourne maintenant juste vers la régie pour savoir si on a reçu quelques questions. Et je me tourne maintenant vers le public, savoir si quelqu'un parmi le public a eu des questions, sachant qu'on a eu une table ronde sur un sujet similaire juste avant et que beaucoup de questions ont déjà été posées pendant un temps également assez étendu. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'interrogation. Merci beaucoup. Les élus également qui nous regardent en direct vous remercient de tous ces éléments de réponse que vous avez apportés. Et puis, voilà, merci beaucoup. On se retrouve donc, nous, demain pour le deuxième jour du off du Salon des maires. Je vous dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci, et à disposition des élus qui nous regardent, on a tous les deux nos adresses de députés sur le site de l'Assemblée nationale pour des questions et pour faire vivre le débat, puisque peut-être n'êtes-vous pas d'accord avec ce que nous avons dit ce soir. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas du tout tombé dans l'oreille de sourds ce soir. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour un programme qui est également très, très, très chargé, très complet. Donc, à demain dès 10h30 pour le off du Salon des maires, jour numéro 2.